Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler jeux de rôle. Aujourd'hui on va parler d'un jeu qui est assez important en ce moment dans le paysage rôlistique, on va dire, rôlistico-ludique. On va parler de The One Ring, deuxième édition. Oui, deuxième édition, mais juste avant de vous parler plus en avant du jeu, il faut que je vous précise par honnêteté intellectuelle que ce jeu m'a été offert par Free League, qui a accepté de m'aider dans le développement de la chaîne. Donc ils m'offrent les PDF de leur jeu, ce qui fait que ce jeu, je ne l'ai pas payé. J'ai lu le PDF offert par Free League et je les en remercie. Voilà, je vous le dis par honnêteté intellectuelle, mais sachez que mon avis est absolument franc, qu'ils ne me demandent rien de changer, voilà, ou de dire du bien de leur jeu ou quoi que ce soit. Ils ne m'imposent rien. Je suis libre de dire ce que je veux, mais quand je parle d'un jeu qu'on m'a offert, je préfère vous le préciser. C'est toujours plus honnête de ma part. Voilà, ceci étant dit, donc c'est la deuxième édition du jeu. Elle est sortie en 2022, elle a été kickstartée en 2021, ça a eu un succès retentissant. Mais là, je vous parle de la V2, mais avant ça, il y a eu une V1, donc on va remonter aux origines de la chose. Donc en 2011, Francesco Nepitello et Marco Maggi sortent chez Cubicle 7 The One Ring, donc l'anneau unique, première édition, donc jeu basé sur les écrits de Tolkien. Et évidemment, ce jeu a eu un succès assez fort. Il a été quand même plébiscité. Je sais qu'il y a eu quelques problèmes de lourdeur dans les règles de la première édition. Moi, je ne l'ai pas testé, pas lu, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'en ai entendu que du bien. Mais bref, ce jeu a eu un gros succès. Il a été ensuite porté en cinquième édition avec Aventure en Terre du Milieu, qui a eu aussi un succès. Les deux versions d'ailleurs ont été traduites en VF. Et bref, le jeu a fait son chemin. Et les droits du jeu ont été cédés à Free League en 2020 ou 2021, peu importe. Et le jeu, donc la V2 du jeu, One Ring, a été kickstarté en 2021. Elle est toujours écrite par Francesco Nepitello et Marco Maggi, ou Maggi d'ailleurs, on ne sait toujours pas, qui ont fait un retravail de leur système de jeu déjà présent en V1. Mais si vous avez déjà joué avec la V1, vous n'allez pas forcément être déstabilisé avec cette V2. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre des gens qui ont déjà testé la V1, fait des campagnes dessus et tout, à la lecture de la V2. Ça a plus été une correction de choses qu'une réécriture complète. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Voilà, moi aujourd'hui, je vais vous donner mon avis entièrement basé sur la lecture de la V2 et sur les tests que j'ai fait avec la V2, parce que je n'ai jamais joué, jamais lu la V1. Voilà, histoire de faire un vrai portrait de famille, de voir un peu qui est-ce qu'on retrouve derrière ça. Donc vous avez Francesco Nepitello qui va être le principal auteur du jeu, Marco Maggi qui va aussi écrire le jeu et qui va plus se pencher lui du côté système. Et puis vous allez avoir aussi Alvaro Tapia, qui est quand même pas n'importe qui en tant qu'illustrateur, qui va s'enjoindre aussi les services de Martin Grip pour certaines illustrations. C'est notamment lui qui fait la couverture, je pense, et certaines illustrations intérieures. Mais sinon tout le reste va être signé Alvaro Tapia. Alors Alvaro Tapia, moi c'est un illustrateur que j'aime beaucoup, mais qui peut déplaire à certains. On reviendra après quand on parlera de la maquette. Mais Alvaro Tapia, vous pouvez le retrouver dans Trudvang, vous pouvez le retrouver dans Forbidden Lands, vous pouvez le retrouver dans One Ring, vous pouvez le retrouver quand même dans pas mal de jeux de rôle. Il officie un peu partout, et je trouve qu'il a un trait assez reconnaissable, surtout quand il fait pas de la couleur, mais on en reparle après. Donc tout ce petit monde ont kickstarté leur jeu en 2021 et il est sorti en 2022. Et maintenant, depuis le 10 ou 11 novembre, vous pouvez aussi retrouver le jeu dans vos boutiques en français, puisqu'il y a une VF qui est sortie chez Edge, qui a sorti déjà la boîte d'initiation. Ensuite, ils ont sorti le jeu. Là, ils vont sortir l'écran. Et puis ensuite viendra très certainement le reste de la gamme, qui est encore petite au moment où je vous parle. Mais en tout cas, voilà, ça va arriver et c'est plutôt une bonne nouvelle. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a déjà en VO une version 5ème édition du jeu qui est sortie. Donc une sorte d'aventure en terre du milieu, mais V2. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur One Ring V2, celui avec son système original. Voilà, maintenant que je vous ai dit tout ça, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur Tolkien et moi, on va dire, la relation que j'ai eue avec cet auteur et tout ça, juste pour que vous compreniez un petit peu mon niveau de connaissance des terres du milieu, etc. Alors, moi, Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, en fait, le livre Le Seigneur des Anneaux, c'est un bouquin que j'ai découvert très jeune, peut-être même un peu trop jeune pour tout comprendre. D'ailleurs, petit fun fact, à l'époque, je n'étais pas du tout habitué aux univers de l'imaginaire, à la fantasy et tout ça. Je n'avais jamais entendu parler d'orques. Et donc, moi, au début, quand on me parlait d'orques, j'imaginais vraiment une orque, la baleine, quoi, mais format humanoïde, donc noir avec les trucs blancs, voilà, pour moi, les premières représentations des orques que j'ai eues, c'était ça. Donc, c'est pour vous dire que vraiment j'étais jeune. Je devais avoir 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça.
J'ai emprunté ce bouquin dans une bibliothèque et il ne m'a plus quitté. J'ai même pris une grosse amende parce que j'ai pas voulu rendre le livre. J'avais pris les trois d'un coup, j'ai jamais voulu les rendre et ma mère s'en souvient encore. J'ai pris une grosse amende. Donc elle m'a dit: ah, t'as perdu les livres, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, j'ai perdu les livres. Non, non, en fait, ils étaient pas du tout perdus, je les ai juste pas rendus. Parce qu'évidemment, je pouvais pas lire les trois livres à 9 ans avant le délai imparti. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc moi, Le Seigneur des Anneaux, ça a vraiment été une révélation chez moi, ça a fait naître quelque chose. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis vraiment lancé à fond dans tout ce qui était fantasy et tout ça. Avant ça, je lisais pas beaucoup, enfin voilà, j'étais pas habitué à ce genre de lecture. Et après, c'est parti. Mais à côté de ça, je ne suis pas non plus un expert. Je n'ai pas fait d'études poussées sur le sujet. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu Le Hobbit, j'ai lu le Silmarillion, j'ai lu les gens des Contes inachevés, mais à part ça, je veux dire, je les ai pas non plus étudiés en profondeur. Le Silmarillion, je me souviens de quelque chose, mais je me souviens pas de tout. Donc voilà, je ne suis pas une encyclopédie sur le sujet, ce qui fait que je pourrais potentiellement dire quelques bêtises dans cette vidéo. Si ça arrive, n'hésitez pas à me corriger, mais je vais éviter d'aller dans des sujets que je maîtrise vraiment pas du tout. Donc voilà, mais sachez que j'ai un respect immense pour l'œuvre de Tolkien. D'ailleurs, je dis Tolkien et pas Tolkien, tout simplement parce que bon, on a appris avec le temps que c'était plus comme ça que ça se disait. M'en veuillez pas. Et à noter aussi que je vais utiliser les nouvelles traductions. Donc si jamais ça en gêne que certains d'entre vous, je m'en excuse, mais disons que je trouve que ces traductions-là respectent un petit peu plus la vision qu'avait l'auteur de la chose. Et donc, comme il avait laissé de guides de traduction, etc., je vais essayer de respecter ses volontés en utilisant les nouvelles traductions. Voilà, bref, sachez simplement que Le Seigneur des Anneaux, l'œuvre de Tolkien, c'est une œuvre assez majeure pour moi, et je fais cette vidéo avec énormément de stress. Faut-il vraiment que je vous présente l'univers du Seigneur des Anneaux? Si oui, je vais pas le faire dans cette vidéo, je m'en excuse, parce que moi il me faut déjà 1 heure pour critiquer un jeu que certains arrivent à critiquer en 10 minutes. Donc forcément, je vais pas réussir à résumer l'univers du Seigneur des Anneaux en moins de 2 heures. Donc si jamais vous ne connaissez pas du tout l'univers du Seigneur des Anneaux, que vous avez jamais vu les films de Peter Jackson ou Le Hobbit, ou peu importe, si jamais vous connaissez vraiment pas du tout, je vous encourage à le faire déjà dans un premier temps, et je vais vous passer quelques conseils en même temps. Déjà, si la lecture c'est vraiment pas votre truc, la première chose à faire c'est aller voir les films. Vous aurez une bonne idée à peu près, même si c'est pas exactement comme dans les livres, mais vous aurez quand même une bonne idée de quoi on parle, etc. Je pense que ça fait déjà une bonne base. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous encouragerai à lire les livres évidemment, en commençant par le Hobbit d'ailleurs, juste pour comprendre un petit peu qui est Bilbo, l'importance de l'anneau pour Gollum, etc. Pour essayer de mettre en contexte, même si c'est pas du tout obligatoire. Et puis si jamais la lecture, vous pouvez vraiment pas, vous avez vraiment pas le temps ou quoi que ce soit, eh bien je vous encourage vivement à découvrir les versions audio qui ont été faites des livres, donc qui se trouvent sur Audible, etc. Je suis pas du tout sponsorisé, mais en tout cas voilà, moi c'est là-dessus que je vais. Et vous avez dessus les versions audio des livres qui sont vraiment vraiment excellentes. Vous avez les anciennes traductions, vous avez les nouvelles traductions, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez, anglais, VF, peu importe. Mais si jamais vous n'avez pas le temps de vous plonger dans les livres, eh bien je vous encourage à découvrir les versions audio. Et puis si jamais vous voulez découvrir encore plus de contenu sur le Seigneur des Anneaux, eh bien je vous encourage à parcourir YouTube. Vous avez d'excellents YouTubeurs qui ont fait d'excellentes vidéos sur le Seigneur des Anneaux. Je vous mettrai quelques liens de chaînes en description si jamais ça vous intéresse. En tout cas moi c'est peut-être pas forcément les meilleurs, etc. J'en sais rien. Moi en tout cas j'aime bien ce qu'ils font et donc je vous encourage à découvrir leur chaîne. Voilà, vous êtes prévenus, donc maintenant je pars du principe que vous savez de quoi je parle quand je parle de Hobbit, quand je parle de Fondval, quand je parle du Comté, etc. Vous savez de quoi je parle. Voilà, donc revenons au jeu. Alors, tout d'abord, il faut savoir au niveau de la période dans laquelle va nous proposer de jouer le jeu, parce qu'il y a une période bien fixe. On va jouer entre la fin du Hobbit et le début du Seigneur des Anneaux. Donc ça laisse quand même pas mal de temps à vos personnages de se développer, etc. Sans interférer dans les événements passés du Hobbit, ni interférer, ou du moins mineurs, on va dire, dans les événements futurs du Seigneur des Anneaux. Puis au pire, vous viendrez raccrocher avec certaines choses qui étaient peut-être un peu floues, etc. Donc c'est quand même une période assez intéressante, je trouve. C'est une période qui va parler à beaucoup de monde, puisque faut pas oublier le fait que le grand public connaît majoritairement, je pense, les livres, le Seigneur des Anneaux, et puis les films aussi, beaucoup. Ce qui fait que les personnages, ils pourront les rencontrer dans cette période-là, les personnages qu'ils connaissent, etc., etc. C'est sûr que si le jeu se passait, je sais pas moi, au premier âge,
et que la personne connaît que les films, elle risque d'être un petit peu perdue sur pourquoi tel pays est pas là, où est le Gondor, où est le Rohan, ce genre de choses, ça peut être un peu mêlant. Donc je trouve qu'ils ont choisi la bonne période entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Et autre chose aussi, c'est que le jeu va vous proposer de jouer dans la région qui s'appelle l'Eriador. L'Eriador, c'est donc cette région du nord-ouest qui va démarrer au niveau des côtes, des Havre Gris, voilà, du comté, tout ça, ça va être dedans. Et puis jusqu'aux frontières de l'Isengard, du Rohan, voilà, jusqu'à la chaîne de montagnes qui se trouve ici, dans laquelle on trouve la Moria notamment. Ça fait quand même une vaste région. On n'a pas accès à toute la carte encore. Ça, on en reparlera en conclusion, mais on n'a pas accès à toute la carte. Mais ça laisse déjà quand même beaucoup de possibilités de jeu, je trouve. Il y a quand même beaucoup à faire dans cette région. C'est pas en 4 jours qu'on va faire le périple des côtes jusqu'à l'Isengard. Il y a vraiment de quoi vivre des aventures assez intenses dans cette région-là. Il y a quand même suffisamment à jouer. Et ça vous évite aussi quelque part de vous perdre. Mais on en reparlera en conclusion de tout cela. Et qui dit juste Eriador dit aussi certains peuples non jouables. Donc vous allez pouvoir jouer des hobbits, vous allez pouvoir jouer des elfes du Lindon, vous allez pouvoir jouer des hommes de Brie, vous allez pouvoir jouer des rangers du Nord, et voilà, ce genre de peuple, des nains aussi, mais vous n'allez pas pouvoir jouer par exemple un Rohirrim ou un Gondorien. C'est pas encore prévu dans le jeu de base, vous n'avez pas la possibilité d'accéder à ces cultures, voilà, par défaut il n'y a pas ça. Soyez prévenus d'avance si jamais votre rêve c'est de jouer un capitaine du Gondor. Pour l'instant, vous pouvez pas, techniquement parlant, vous pouvez pas. Et ça vous laisse déjà suffisamment de liberté, vous avez accès à tous les peuples de la Terre du Milieu. Donc voilà, pour un premier pas dans l'univers, ça vous permet peut-être de vivre des aventures peut-être un peu plus resserrées et qui vont peut-être un peu mieux se tenir scénaristiquement parlant sur le fait qu'il y a un hobbit qui rencontre un humain sur le chemin. Parce que si l'humain est un Gondorien, il faut lui trouver des motivations, etc. Ça peut aussi être un petit peu plus compliqué quand on voit les distances qui séparent les deux nations. Donc voilà. Maintenant, vous êtes prévenus sur ce qui est possible de jouer et où vous allez jouer, on peut désormais passer à la maquette. L'ouvrage fait en tout 240 pages, il vient avec une couverture cartonnée rigide, quelque chose de très classique et de très bonne qualité. J'ai eu l'occasion de l'avoir entre les mains et franchement je vous confirme la qualité. 240 pages, c'est pas tant quand on regarde un peu l'univers dans lequel on va jouer. Voilà, le Seigneur des Anneaux, moi je m'attends à un truc comme ça. Et finalement non, 240 pages c'est bien suffisant. C'est aussi une des qualités d'avoir choisi que l'Eriador. Voilà, comme ça on n'a pas besoin d'écrire toutes les régions précisément et tout. On recentre les choses. Et donc forcément un terrain de jeu plus petit, et bien ça permet d'économiser aussi le nombre de pages. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça vous évitera de vous assommer avec des bouquins de 1000 pages. Au niveau de la maquette, on est sur quelque chose assez classique Free League, du moins au début, je reviens après sur le reste, mais la table des matières, vous pouvez ouvrir un Alien par exemple ou un Tales from the Loop, c'est à peu près le même genre de table des matières. Vous avez plusieurs sections qui sont bien découpées, vous savez, avec la petite image dessus, puis après hop le contenu, c'est typique de chez Free League. Donc on est sur quelque chose, on est en terrain connu quand on lit ce livre-là. Et sinon, concernant la maquette en soi, vraiment, vous avez un fond qui est un peu couleur parchemin, voilà, mais du bon couleur parchemin, pas du parchemin talisman. On est sur un parchemin assez terne comme ça, qui ne va pas vous agresser les yeux et ne va pas vous gêner à la lecture. On est sur un joli fond, je trouve. Le tout est rehaussé par des enluminures rouges assez ternes là aussi, qui marchent assez bien. C'est pas un rouge agressif. Vous savez que j'ai un peu de mal avec les ouvrages tout rouges, mais c'est assez cool. Moi, je me souviens quand j'ai vu passer la campagne Kickstarter, c'est vraiment une des choses qui m'a frappé. Je trouvais que le bouquin avait l'air d'être très beau. J'aimais beaucoup la maquette avec ce fond et ce rouge comme ça, couplé aux illustrations de Tapia que moi j'adore, j'ai trouvé très très belle. Et vous avez comme ça une cohérence sur tout le bouquin avec toujours les mêmes choses. Les tableaux sont des tableaux classiques de chez Free League. Vous n'allez pas être perdu si vous connaissez déjà d'autres ouvrages. Vous avez des petits encarts à droite et à gauche qui vont vous préciser certaines choses ou des notes de l'auteur, d'intention, etc. Qui sont assez bienvenues aussi, bien mises en évidence. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à la mise en page de Forbidden Lands, pour être tout à fait franc, mais sauf qu'on passait du noir et blanc à la couleur, donc avec ce fond parchemin et ces enluminures rouges, mais sinon j'ai vraiment eu l'impression de me replonger dans Forbidden Lands, sauf que c'est pas les mêmes décorations et tout, mais voilà, vous n'allez pas être perdu si vous connaissez déjà un jeu Free League, c'est très très bon. À noter qu'il y a quelques fautes de frappe, répétitions, notamment un Wen, je crois, c'est page 7 ou page 17, il y a quelques-uns comme ça, quelques répétitions
répétitions qui se sont glissées, en tout cas dans mon PDF. Alors peut-être que dans la version physique il n'y a pas, mais il n'y a rien de grave, rien de gênant, c'est pas tellement un problème. Sinon concernant le découpage des différentes sections, etc., j'ai rien à dire, c'est impeccable. Franchement tout est bien rangé à la bonne place. Pas de problème là-dessus. Sinon, au niveau des illustrations, c'est majoritairement signé Tapia ou Martin Grip à l'intérieur. Mais dès que vous voyez des crayonnés avec une couleur un peu marron ocre, c'est très certainement Tapia. C'est toujours Tapia qui fait ces trucs-là. Vous pouvez retrouver à peu près le même genre d'illustration dans Trudvang, dans lesquelles il a fait les illustrations intérieures. Parce que oui, il y a une petite parenthèse, mais on vous vend beaucoup Paul Bonheur pour Trudvang. Mais en fait, les illustrations intérieures, c'est 90% ou 95% du Tapia et non pas du Paul Bonheur, qui ne fait que quelques illustrations dedans. Fin de la parenthèse. Bien, donc au niveau des illustrations, moi je les trouve très belles. Je trouve que Tapia a su innover tout en s'appropriant le style. Je vais expliquer pourquoi. Et je sais que ça a gêné certaines personnes, mais Tapia est un illustrateur que je vais qualifier de classique au niveau fantasy. Je trouve qu'il a le don pour rendre l'image un peu classique. Et je trouve qu'il a réussi à bien s'approprier l'univers du Seigneur des Anneaux tout en respectant son style, tout en proposant quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on n'avait pas forcément encore vu dans le Seigneur des Anneaux. Pour ça, je vous invite à regarder cette illustration que je trouve très belle. Je trouve qu'elle représente parfaitement bien l'esprit Seigneur des Anneaux. Voilà. On comprend bien vite qui sont ces 9 personnes. Il n'y a aucun problème avec ça. Et en même temps, je vous invite à regarder celle-ci, l'illustration, qui... Moi, quand je vois Seigneur des Anneaux, j'imagine pas forcément un mec en bedaine sur le bord du port. Mais en même temps, ça ne me choque pas de voir l'une et l'autre après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il respecte à la fois le Seigneur des Anneaux, tout en proposant quelque chose de nouveau qui n'est pas choquant. Voilà. Et je sais qu'aussi que cette illustration-ci a fait un peu jaser, celle avec les loutres, mais écoutez, moi ça ne me dérange absolument pas. Je trouve là aussi que c'est quelque chose d'un petit peu plus nouveau, voilà, ça respecte quand même le truc, même si je me souviens pas d'avoir entendu parler de loutres qui ramènent des objets ou qui font du troc ou qui ont été dressés pour ça dans le Seigneur des Anneaux. C'est possible que ça existe, je dis pas le contraire, enfin dans le Seigneur des Anneaux. Quand je dis Seigneur des Anneaux, entendez écrit de Tolkien, hein, c'est pas, je veux pas juste résumer au Seigneur des Anneaux, mais voilà, ça ne me choque pas en tout cas. C'est plausible que des humains ou n'importe qui, que quelqu'un ait réussi à dompter une loutre pour faire ça. Ça ne me choque pas du tout outre mesure, mais je sais que certains ont trouvé cette illustration un petit peu abusée. En tout cas, moi je l'aime bien, donc j'ai pas de problème avec ça. Par contre, il y a une critique avec laquelle je pourrais être potentiellement d'accord, c'est que l'ensemble fait un peu fade. Et ça, ma foi, je suis assez d'accord. C'est que vous avez ce fond parchemin, vous avez ces enluminures rouges qui sont aussi ternes, hein, mais c'est une bonne chose. Et puis en même temps, vous rajoutez des illustrations qui ne sont pas en couleur et qui sont dans à peu près la même couleur que ce fond parchemin, juste un petit peu plus fort. Donc l'ensemble, effectivement, fait peut-être un petit peu terne, je suis assez d'accord. J'irais pas dire, moi, que ça fait fade, mais je peux l'entendre. Voilà, je peux complètement l'entendre, il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est un livre qui donne envie de se plonger dedans. La lecture est assez facile aussi. Francesco Nepitello a cette qualité d'écrire de façon... assez simple pour rentrer dedans, même pour un non-anglophone d'ailleurs, je trouve qu'il est assez accessible au niveau de l'anglais. Je parle jamais de ça, je devrais peut-être, quand je vous parle d'un livre en anglais, le niveau d'anglais. Mais là, c'est assez accessible. Et puis, autre chose aussi, là, c'est les points sur le PDF. Donc, parce que moi, forcément, j'étais plus confronté au PDF. Tout d'abord, le PDF est parfaitement bien indexé. Donc, vous avez tous les liens où il faut, table des matières, etc. Zéro problème là-dessus. Ça fait plaisir de voir un éditeur qui prend ça en compte. Mais bon, c'est Free League, on a l'habitude là-dessus, ils savent faire, il n'y a aucun problème. Et j'ajouterai une dernière chose dans cette partie maquette, au niveau du bestiaire. Vous avez un bestiaire qui court de la page 142 à la page 157. C'est assez faible, mais d'un autre côté, eh bien, vous n'avez pas besoin forcément de plus. Déjà un pour commencer, avant qu'il y ait des extensions qui sortent, etc. Il y aura, je pense, un bestiaire possiblement qui sortira. Mais d'un autre côté, vous avez tout pour jouer dans les terres du milieu, sans aucun problème. Si vous regardez bien les écrits, au final, il n'y a pas des dizaines et des dizaines d'adversaires différents. On n'est pas sur des bestiaires style Pathfinder avec bestiaire 1, bestiaire 2, bestiaire 3. Voilà, on est sur
au final des menaces assez classiques et qui ont tendance à se répéter. Je sais pas moi, des orques, des araignées géantes, des wargs, des choses comme ça, mais on n'a pas besoin forcément de centaines d'adversaires. Donc oui, le bestiaire est assez restreint, mais d'un autre côté, je pense pas qu'il y ait besoin forcément d'avoir énormément plus, en tout cas pour le livre de base. Et j'ai même envie de vous dire, en général. Peut-être qu'il pourrait y avoir des variations, il y a certains ennemis qui ont des variations, mais en tout cas, voilà, moi le bestiaire ne me pose absolument pas problème. On m'a fait la remarque comme quoi le bestiaire était ridiculement petit, et je suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, oui, il est petit, mais il y a tout ce qu'il faut. Et en parlant du bestiaire, je vous propose de terminer cette section maquette et illustration, et de passer au système de jeu. Le système de jeu de One Ring, je vais vous l'expliquer rapidement dans cette vidéo-là. Ceux qui ne me connaissent pas, sachez que dans une semaine ou deux, il y a une deuxième vidéo qui va sortir, qui va s'attarder spécifiquement sur le système de jeu de One Ring, dans lequel je reviendrai en détail sur les jets normaux, le combat, etc. etc. Mais pour cette vidéo-ci, je vais brosser assez rapidement le système, même si je vais m'attarder un petit peu plus qu'à l'habitude. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est assez important de s'attarder un peu plus sur le système, parce que beaucoup des choses que j'ai à vous dire sur ce jeu reposent sur le système de jeu. Voilà, donc j'en dis pas plus là, on est parti. Mais en tout cas, ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, j'espère vous revoir la prochaine fois pour parler plus en détail du système. Et puis, bah, profitez-en pour vous abonner s'il vous plaît. Et puis, bah, pour me laisser un petit commentaire, ce sera toujours sympa. Puis, pour ceux qui me connaissent déjà, abonnez-vous quand même et laissez un commentaire. Merci beaucoup. Donc, on est parti pour le système de jeu One Ring. Alors, ça fait 3 fois que je recommence cette section-là, parce que les 2 fois d'avant, ma caméra a décidé qu'elle n'avait plus de place, donc j'ai perdu l'enregistrement. Je suis reparti. Alors, avant de parler en soi du système, de la mécanique de résolution, etc., j'aimerais vous présenter certaines petites choses. Je viens de vous parler du bestiaire, et bien voilà à quoi ressemble un stat block. Un stat block qui est assez simple de prime abord. On verra la semaine prochaine comment est-ce qu'on utilise bien le stat block, mais je voulais quand même que vous ayez la représentation typique d'un stat block dans One Ring. Je trouve que j'en parle jamais assez des stat blocks, mais c'est quand même assez important. L'autre chose, c'est la feuille de personnage. Et bien voilà la feuille de personnage de One Ring. Elle tient en 2 pages, mais la deuxième page ne sert quasiment que de journal. Donc vous avez vraiment besoin en partie que de la première pour tout ce qui va être règles de jet de dés, etc. C'est assez condensé et c'est très clair. J'ai été joueur 2 fois sur cette version du jeu et je trouve que la feuille de personnage remplit parfaitement son rôle. On retrouve ses petits, on sait exactement quoi et où. C'est vraiment, il n'y a rien à dire, c'est très bien rangé, très clair. Bien, au niveau de la mécanique de résolution maintenant, eh bien dans One Ring, vous allez avoir un système un peu particulier, puisque vous allez devoir jeter une poule de dés qui va être constituée à la fois d'un D12 et de plusieurs D6. Le nombre de D6 étant déterminé par vos compétences, mais ça évidemment, ça va dépendre de votre personnage. Et puis évidemment, si vous n'avez aucune compétence dans ce qu'on vous demande, eh bien vous jetez simplement un D12. Bien, comment ça se passe maintenant au niveau de la résolution? Donc, vous formez votre pool de dés, vous jetez votre pool de dés, et il faut que le total de tous ces dés jetés, donc vous les additionnez ensemble, il faut que le total dépasse un nombre qui va être inscrit sur votre feuille de personnage. En fait, plus vous avez de compétences, plus ce nombre va être facile à dépasser, et donc il faut simplement dépasser ce nombre inscrit dans votre feuille de personnage. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça de base, même si 2-3 petites variations. Déjà, sachez que si vous achetez le set officiel de dés One Ring, que vous avez d'ailleurs dans la boîte, dans le starter set, je vous encouragerais d'ailleurs à acheter d'abord le starter set pour avoir les dés, ça vous coûtera moins cher au final. Mais si vous achetez ces dés là, vous allez voir qu'il y a des symboles inscrits sur les dés. Donc sur les dés 12, vous allez avoir les chiffres de 1 à 10, et puis ensuite vous allez avoir une rune de Gandalf ou un œil de Sauron. Et sur les D6, vous allez avoir parfois une rune elfique qui va être inscrite. Alors, comment est-ce qu'on interprète ça? Eh bien, c'est très simple. Si vous jetez votre pool de dés, que votre D12 tombe sur la rune de Gandalf, c'est une réussite automatique. Voilà, pas besoin d'aller plus loin, pas besoin d'additionner, etc. Si à contrario, il fait un œil de Sauron, eh bien, dans ce cas-là, c'est un échec automatique. Pas besoin de les additionner, vous avez échoué votre tâche. En plus de cela, au niveau des D6, le nombre de runes qui va être inscrite sur le résultat total, donc mettons j'ai jeté mon résultat et j'ai généré 3 runes elfiques, et bien ça va me permettre d'améliorer mon succès, et donc ça va être un succès exceptionnel. Voilà, c'est aussi simple que ça, pas plus compliqué à comprendre.
C'est simplement, plus vous faites de runes elfiques, et meilleur le succès est. Donc un succès classique, un succès un petit peu mieux, et un succès extraordinaire si vous préférez. Voilà, bien, en plus de ça, à savoir sur le système, il y a plusieurs petites choses. Tout d'abord, il y a un système qui est assez fondamental dans One Ring V2, et je pense dans One Ring en général, c'est le concept de l'ombre. En gros, votre personnage va être confronté à des choses qui lui font peur ou à des dilemmes moraux assez importants, et en fonction des choix qu'il fait, en fonction des décisions qu'il est amené à prendre, eh bien, il va potentiellement, peu à peu, gagner des points de corruption, ou être en contact avec des objets aussi qui pourront le corrompre. L'image typique, vous prenez Boromir, quand il commence à voir l'anneau près de lui qui commence un petit peu à le corrompre, eh bien il finit par péter un câble, ce qui nous emmène à Frodo qui part tout seul de son côté. Mais voilà, Boromir finit par péter un câble, c'est parce qu'il a dépassé sa jauge d'ombre, et à ce moment-là, eh bien il a eu un accès de folie. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez avoir comme ça une jauge de l'espoir et de l'ombre qui va monter, varier en fonction. Et il ne faut pas que votre ombre dépasse votre jauge d'espoir. Sinon, il vous arrive différents effets négatifs. Mais tout ça, je vous l'expliquerai quand on parlera précisément du système. Mais c'est un système assez important dans le jeu, donc je voulais vous le préciser ici. Bien, encore deux, trois petites choses. Tout d'abord, au niveau du combat, eh bien, sachez que c'est pas du tout un jeu à battle map. Ça n'en reste pas, pour le moins, un jeu qui peut se jouer de façon assez tactique. Alors, je m'explique. En gros, dans le combat, vous n'allez pas placer des figurines sur des cases et avancer d'un certain nombre de mètres, etc. Non, vous allez vous placer dans différentes positions. Donc, ça, vous les avez fournis dans le starter set, mais vous avez comme une espèce de carré qui vous dit bah, je suis en combat rapproché, en position offensive, ou alors je suis en position défensive, ou alors je suis à distance, etc. Et en fonction de votre position, vous allez avoir plus ou moins de bonus sur les différentes actions. Par exemple, je suis offensif, bah, j'aurai un bonus pour attaquer, je suis défensif, j'ai un bonus pour me défendre, etc. Ce genre de choses. Donc on n'est pas du tout sur un jeu qui va se jouer avec des battle maps, c'est vraiment un jeu qui va se jouer avec une carte de position et chacun place dit dans quelle position il est. Voilà, ça c'est important que je vous dise ça pour le combat. Et puis une dernière chose, et une chose qui me paraît assez essentielle à comprendre, et vous allez vraiment vous en rendre compte dans le système, mais c'est un jeu qui est divisé en plusieurs phases. Alors ça a plusieurs impacts. Alors, beaucoup de jeux, vous allez me dire, sont divisés en phases, même si on prend Pathfinder ou Donjons et Dragons 5ème édition par exemple, il y a aussi ce concept de phase. Et puis si on va encore dans certains autres jeux, le jeu peut être aussi divisé en phases, par exemple phase de ville, phase d'aventure, etc. Et c'est à peu près le même principe ici. Oui, mais je vous dirais que dans ce jeu, les phases sont très importantes, puisque déjà bah, vous permettent de faire avancer aussi l'intrigue. Il n'y a pas que dans la phase d'aventure qu'on va pouvoir vraiment faire avancer l'intrigue, mais on va être sur un jeu qui prend son temps. C'est ça que je voulais assez appuyer là-dessus. Vous allez plus vous en rendre compte dans l'autre vidéo, mais c'est un jeu dans lequel on va prendre son temps et les phases vont nous inviter à prendre notre temps. Ça, c'est assez important à comprendre. Ce qu'il faut, et ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que par rapport à un jeu assez héroïque, style Donjons et Dragons par exemple, 5ème édition, on va être lancé dans des missions où on va jamais s'arrêter, ou presque avant d'avoir atteint notre objectif. C'est vrai que quand vous faites une campagne officielle, eh bien, vous faites votre campagne officielle qui ne s'arrête pas avant d'avoir atteint le but final parce que les dragons vont envahir le monde, il faut se dépêcher, les démons vont surgir de je sais pas où. Voilà, faut se dépêcher. Là, alors évidemment dans le jeu officiel, dans les campagnes officielles, je pense que ça va rester à peu près le même trope, mais le système et le jeu vous font bien comprendre que vous avez le droit de vous poser. Vous êtes un aventurier, vous êtes, je sais pas moi, un elfe du Lindon, vous décidez de partir à l'aventure et d'explorer un peu le monde, et puis vient la fin de l'année, vient la période de Yule, et bien vous décidez tout simplement de rentrer chez vous, d'aller voir votre femme, vos enfants, pourquoi pas, voire de faire un enfant, pourquoi pas aussi, et vous pouvez comme ça faire des pauses de plusieurs années, et c'est une phase du jeu dans laquelle on va vous dire, bah là, qu'est-ce que tu as fait? Bah j'ai élevé un héritier, j'ai passé du temps à faire ci, à faire ça. C'est vraiment une phase du jeu qui est assez importante, de ce concept de prendre le temps, que votre personnage évolue, il vieillit, etc. Donc je voulais mettre l'accent là-dessus, que vous n'alliez pas vous dire je vais jouer à One Ring V2 comme je joue à D&D.
Je trouverais ça un peu dommage. C'est possible, je pense. C'est pas aussi super-héros qu'un D&D, évidemment. Mais à côté de ça, je pense que c'est possible juste de faire de l'aventure à un rythme assez soutenu, merci. Mais bon, je voulais quand même souligner ça. C'est une chose qui m'a assez frappé à la lecture, ce truc de prendre le temps. Et on en reparlera en conclusion. Et on en reparlera de tout ça, surtout dans la partie système. Voilà, je vous embête pas plus avec le système de jeu aujourd'hui. Je pense que j'ai brossé à peu près ce qu'il fallait brosser. Il y a plein de choses à parler d'un point de vue système, mais on va pas l'aborder là. On peut tout de suite passer où qu'on le trouve. Alors celui-là, pour le trouver, ça va être assez simple. Au vu de la licence et de l'éditeur, vous pouvez le trouver absolument partout. Il va vous en coûter 64 $ canadiens pour le livre de base, soit environ 42-44 euros pour le livre de base en anglais. Et puis pour la VF, pour l'instant, vous pouvez la trouver qu'en France. Et la VF vous coûte à peu près dans les mêmes prix. 42-44. Je sais pas du tout ce que vaut la VF, donc j'en parle pas plus, mais bon, c'est du Edge. Je pense pas qu'il y ait vraiment trop de problèmes avec la traduction. En tout cas, j'ai jamais eu de surprise avec eux. Et en ce qui concerne le PDF, bah là vous pouvez le trouver aussi sur DriveThru, sur Free League, sans aucun problème. Vous allez trouver tout ça pour, je pense, une vingtaine de dollars. Vous allez trouver ce qu'il vous faut. Voilà pour le où qu'on le trouve. On peut passer au qui qu'en parle. Qui qu'en parle, bah c'est simple, à peu près tout le YouTube JDR possible, mais aujourd'hui je vais plus vous renvoyer vers un actual play. Je voulais vous renvoyer vers l'actual play de Captain Popcorn qui fait jouer dans le monde du Seigneur des Anneaux. Si vous voulez voir un peu, vous rendre compte de comment est-ce qu'on joue dans ce type d'univers, je vous encourage à découvrir l'actual play de Captain Popcorn, donc sur la chaîne Captain JDR. Un actual play qui m'a été chaudement recommandé plus d'une fois. J'ai commencé un petit peu, mais j'avais vraiment pas de temps à ce moment-là à consacrer à d'autres actual plays, j'en suis déjà quelques-uns. Donc j'ai pas eu l'occasion de suivre toutes leurs aventures, mais de ce que j'en ai vu en tout cas, c'est vraiment très très bon. Et puis ça m'est chaudement recommandé à chaque fois, donc je vous encourage à découvrir la chaîne de Captain Popcorn, Captain JDR et ses actual plays. Voilà, et pour vraiment parler un petit peu plus du jeu, qui parle du jeu vraiment, eh bien je vous renvoie vers une vidéo de Geekpowa, vous trouverez les liens en description. Voilà, maintenant qu'on sait qui en parle, eh bien on peut passer à la gamme. Alors, dans la gamme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe? Eh bien, vous avez le livre de base, et puis on va avoir aussi le starter set. Donc, starter set qui est vraiment très intéressant. Au niveau du prix, je vous préviens, ça pourrait peut-être choquer. En tout cas, en dollars canadiens, le starter set, il est à 54 $. Moi, c'est à ce prix-là que je l'ai vu. Et le livre de base est à 64. Donc, on pourrait se dire, ça fait peut-être un peu cher pour un starter. Mais d'un autre côté, le starter, il est vraiment rempli de matériel. Alors, c'est pas un starter qui est adapté aux débutants du jeu de rôle. On pourrait, mais pour moi, c'est pas un jeu qui va être vraiment fait pour débutants au jeu de rôle. C'est un starter qui va être adapté à ceux qui aimeraient découvrir l'univers de One Ring, qui aimeraient se mettre au système et tout ça. C'est une boîte de découverte du jeu. Et bien cette boîte, elle est vraiment intéressante. Moi, je l'ai pas. Alors j'y ai joué. On a fait une aventure du starter qui vous permet d'incarner des hobbits. Ça d'ailleurs, c'était assez couillu comme choix, mine de rien, parce que quand on pense Seigneur des Anneaux, ben voilà, on pense, tiens, moi je vais jouer un Gondorien, je vais jouer un Rohirrim sur mon cheval, partir faire des aventures et tout. Et puis là, on se retrouve, bah tiens, tu vas jouer des hobbits perdus dans le comté, et puis il y a Bilbo qui a besoin de vous. Alors, l'aventure est assez bien faite, je l'ai lu après l'avoir joué, j'ai lu le reste. C'est assez marrant de voir comment ils ont mêlé ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une mini campagne qui va vous permettre de découvrir le système petit à petit sur une suite d'aventures. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est assez intéressant. En tout cas, j'ai trouvé comme approche, c'était assez couillu. Et cette boîte, elle est quand même remplie de matériel. Même si je vais noter un petit truc sur le starter en VF. Et je sais pas si les futurs starters en VO l'auront ou pas. Mais en tout cas, dans le starter en VO, quand vous ouvriez la boîte, vous aviez à l'intérieur une sorte d'écran de jeu. Parce qu'il n'y a pas d'écran dans le starter. Mais quand vous ouvriez la boîte, vous pouviez caler votre boîte comme ça, faire comme un L. Et donc vous aviez à l'intérieur de la boîte votre écran de jeu, si vous préférez, avec des tables et tout ça. Dans la VF, il n'y a pas ça. Alors, Edge ont dit que c'était une décision de Free League qui leur avait dit qu'ils ne pourraient pas avoir ça, donc c'est possible, hein, je dis pas que c'est faux. Je comprends pas forcément tout, mais je suis pas dans le milieu, donc je ne dis rien. Et en tout cas, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça dans les autres versions. Et peut-être que si Free League l'interdise aux autres, peut-être que eux ne pourront pas non plus le mettre dans les nouvelles boîtes qui ressortiront après les boîtes qui ont été les premières à imprimer. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, pour l'instant, les boîtes que vous pouvez trouver, c'est celles avec l'écran intégré dedans.
Ça, c'est une pratique qui commence un peu à se démocratiser. Je l'ai vu notamment dans le starter pour Warhammer, chez Cubicle 7. J'ai trouvé que c'était très ingénieux, ça permet de se servir de sa boîte tout en étant en partie, donc ça c'est cool. Vous avez aussi une campagne qui est sortie, qui a été financée en même temps que le jeu, mais qui n'est pas sortie en même temps que le jeu, qui sort seulement que maintenant en VO, qui je pense va être traduite en français dans pas très long. Mais donc vous avez une campagne qui se déroule dans cet univers. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas du tout à quoi m'en tenir, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Mais sachez en tout cas que ça existe, une campagne déjà. Et puis une petite note sur quelque chose d'un petit peu plus officieux. Comme vous le savez, maintenant, il y a une gamme en V1 de l'anneau unique qui reprend à peu près le même système et tout, et qui a eu pas mal de suppléments. Eh bien, il y a des gens, alors si vous allez pouvoir trouver assez facilement si vous cherchez, mais certaines personnes ont fait des kits d'adaptation du matériel de la V1 en V2. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais je vous le dis, voilà. Mais vous avez des kits d'adaptation, donc si vous avez déjà la gamme V1 mais que vous voulez passer en V2, eh bien vous pourriez peut-être vous servir de ces kits-là. Je ne sais pas du tout si ça marche bien, je vous donne juste l'information. Voilà, en ce qui concerne la gamme, eh bien on peut passer maintenant à la conclusion. Conclusion, One Ring V2, une vidéo que j'ai mis beaucoup trop de temps à tourner. Je vais être tout à fait franc avec vous, cette vidéo me stressait. Il me stressait pour beaucoup de raisons, mais surtout, l'œuvre de Tolkien étant ce qu'elle est, ma relation avec ce bouquin étant ce qu'elle est, je vous la fais courte, mais ce bouquin m'a vraiment aidé en étant adolescent à me sentir un peu mieux, etc., à me réfugier dans cet univers. Donc, je ne voulais vraiment pas faire une vidéo de merde sur cet univers et en particulier sur ce jeu parce que ce jeu, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment vraiment très bon. Et Francesco Nepitello et Marco Maggi, je trouve qu'ils ont fait un travail absolument formidable d'adaptation de l'esprit Tolkien. Et ça, on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est un jeu, c'est une adaptation d'un livre qui est absolument bien faite. Ils ont réussi à retranscrire l'esprit Tolkien dans leur jeu. Et ça, mine de rien, c'est pas forcément simple à faire. Et avec le système de règles qu'ils ont choisi, je ne sais pas du tout ce que vaut la version 5ème édition. C'est vrai que là, quand moi je me dis 5ème édition Tolkien, j'ai un petit rejet d'acide qui vient un peu me brûler la gorge. Mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. À ce qui paraît, c'est quand même vraiment bien. Donc on testera ça en 5ème édition, la 2ème édition, j'essaierai de la lire, voir un peu ce qui change. Mais sachez en tout cas que pour l'anneau unique, c'est vraiment très bon comme adaptation, je trouve en tout cas. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup de bons choix. Les auteurs ont pris le parti pris de restreindre un petit peu le cadre de jeu pour pas avoir à proposer toute la Terre du Milieu, là où ça aurait été, je pense, un peu dur de tout présenter en étant assez complet, tout en étant assez synthétique pour tenir en moins de 500 pages. Bon, ça aurait pu être assez complexe et je trouve que là ils ont fait le bon choix. Ça nous permet en fait, en commençant dans cette région, ça nous permet de voir à peu près tout ce qu'on connaît déjà assez bien, mine de rien. Je veux dire, vous pouvez aller jusqu'en Isengard, donc vous avez le temps de découvrir le comté et pas juste ce qu'on en voit dans les films, mais vraiment tout le comté. On a le temps de découvrir un petit peu tout ce qui va être au nord, donc les rangers et tout ça, des choses qu'on voit assez peu, mine de rien. Donc on a quand même vraiment le temps de découvrir cet univers petit à petit, même si par la suite, c'est sûr et certain, je vous donne en mille, ils vont sortir des extensions qui vont venir rajouter des régions. Ça me paraît assez logique. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais si j'étais éditeur. Je sortirais comme ça des bouts de cartes. Ça me paraîtrait assez logique en y intégrant évidemment les peuples liés et tout ça. Et ça me paraît en même temps être la seule chose à faire et la meilleure chose à faire. Non pas dans un esprit vénal de vendre du bouquin en plus, même si bah, c'est normal, hein, ils sont éditeurs, il faut bien qu'ils mangent, mais tout simplement pour vous permettre aux gens de découvrir petit à petit l'univers. Oui, vous commencez comme ça par l'entrée, après vous allez au plat, puis vous allez au dessert, puis le digestif, et vous avez fait tout le tour comme ça, mais on vous a pas tout fourré dans la bouche d'un coup. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais surtout, l'adaptation, la meilleure adaptation, je trouve, c'est au niveau du système. On en reparlera la prochaine fois, évidemment, mais je trouve que ce système de jeu correspond exactement à ce que j'avais envie de voir dans un jeu qui adapte une œuvre de Tolkien. Je le trouve parfait pour ce qu'il a à faire. C'est pas mon système de jeu préféré, loin de là. Moi, déjà, j'aime pas quand il y a des poules de dés à additionner. C'est pas forcément passer 3d6, après j'ai un peu de mal, donc c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça me dérange pas outre mesure.
dans ce jeu-là, et je trouve qu'il y a tellement de bons concepts à les récupérer que vraiment j'ai rien de négatif à dire dessus. Et puis le concept de phase aussi, ça il fallait que j'en parle parce que moi c'est quelque chose, c'est le syndrome Free League. Ok, je sais que c'était déjà présent dans la V1 chez Cubicle 7, donc ce jeu-là pour le coup ne doit pas ça à Free League, mais Free League ont à peu près toujours le même découpage dans leur jeu. Vous pouvez prendre comme ça n'importe quel jeu Free League et vous allez voir que c'est souvent découpé en phases, vous allez avoir un peu des mécaniques de jeu de plateau qui vont venir s'intégrer dans le jeu de rôle. J'ai rien contre ça, mais souvent je trouve que, alors c'est pas forcément Free League, mais souvent, moi c'est quelque chose qui vient un peu me déranger, j'ai l'impression qu'on change un peu de jeu. Vous savez, c'est comme les gens qui ont du mal avec le système de combat un peu tactique, par exemple dans un Donjon et Dragon, où on change un peu de jeu. Ouais, c'est un mini-jeu dans le jeu. Je sais pas si je suis très clair, mais j'espère que vous me suivez. Et les systèmes de phase, souvent c'est un petit peu ça. On change un petit peu de jeu, on change de ce qu'on peut faire. Voilà, on passe de raconter une aventure à bah tiens, je suis en phase ville, ce qui veut dire que dans ma première nuit de phase ville, j'ai le droit de monter de niveau, faut que j'aille me chercher un maître. Il n'y a pas de roleplay, il n'y a pas tout ça, c'est juste mécanique. Je suis dans telle phase, mécanique 1, mécanique 2, mécanique 3, mécanique 4, hop, fin de la phase, on passe à la suite. Là, les phases telles qu'elles sont faites dans One Ring V2, et je pense que c'est de plus en plus de toute façon dans les jeux à phases, eh bien ça marche parfaitement bien. Vous pouvez parfaitement faire du roleplay dans ces phases tout en y jouant ce que vous devez jouer dans des phases telles que décrites, donc avec les mécaniques qui sont apportées par ces phases. Les phases de conseil, etc. Ça peut vraiment donner lieu à des sessions, je pense, en tout cas pour des joueurs qui aimeraient ça, à des phases où on est vraiment assis tel au conseil d'Elrond, où on est comme ça à fond de val, assis autour d'une pierre et on discute de qui devra porter l'artefact maudit quelque part. Je vous dis pas que les campagnes devraient tout être ça, parce que sinon ça ferait un peu bizarre, mais voilà, on peut vraiment, je pense, passer des sessions entières en phase de conseil. Et j'aime l'idée en fait. J'aime l'idée tout simplement parce que ça permettrait de développer un petit peu le roleplay parfois dans des sessions un petit peu dédiées. Parce que parfois, quand on est en phase d'aventure, bah, on veut faire avancer l'histoire, on veut vite se rendre à la grotte qui contient le prochain objectif. Donc on va peut-être un petit peu bâcler, on va dire, notre roleplay. On va peut-être pas forcément avoir le temps de s'apesantir. Et là justement, bah, le jeu te dit stop, respire, prends le temps, ça va bien se passer phase de conseil, phase de X, phase de Y, et tu déroules comme ça, et tu as le temps de mettre au point tes choses, de décider et tout ça. Voilà, bon, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, c'est un jeu dans lequel on nous demande de prendre notre temps, et c'est un jeu que je trouve parfaitement adapté à des très longues campagnes. Des campagnes sur plusieurs années, il n'y a aucun problème. Vous pourriez jouer de la fin du Hobbit jusqu'au début du Seigneur des Anneaux. Je pense que ça ne poserait aucun problème. Vous aurez peut-être des personnages un petit peu vieux. Donc voilà moi aujourd'hui ce que j'avais à vous dire sur The One Ring V2 chez Free League. Je trouve que c'est un très bon jeu. Je vous encourage à découvrir ce jeu. Et puis en attendant de nous revoir pour parler du système de jeu, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!